Bien, alors, bonjour à tous. Nous allons donc poursuivre cette présentation que j'ai commencée la semaine dernière du livre de Gustave Guillaume, Temps et Verbe. Je vais encore cette semaine vous proposer une sorte de lecture expliquée pas à pas, paragraphe par paragraphe, du chapitre introductif et puis du premier chapitre qui présente la thèse générale de Guillaume. Et à partir de la semaine prochaine, on ira un peu plus vite et je vous présenterai les thèses de Guillaume d'une manière un petit peu plus, disons, synthétisée. Mais comme je vous l'ai dit, je trouve que c'est important que vous ayez un contact assez direct avec le texte de Guillaume. Il s'agit d'un des textes peut-être les plus lisibles de Guillaume dans la suite de sa carrière. Il a écrit d'une manière parfois un petit peu plus compliquée, en utilisant parfois un vocabulaire plus technique, un type d'écriture peut-être un peu plus hermétique. Donc, il me semble que ce texte permet d'entrer dans la psychomécanique du langage avec une certaine confiance, disons. Alors, j'avais donc commencé à vous commenter l'introduction, enfin, on a vu à peu près les 2/3 de l'introduction. Je résume les points les points principaux que j'avais relevés. Donc, dans l'introduction, Guillaume commence à remarquer que le temps selon les langues se présente selon des systématisations très variées. L'organisation des temps du verbe dans les langues est très variable d'une langue à l'autre. Il note qu'au plan diachronique, ces variations sont issues d'accidents, de hasards, donc ces accidents, ce hasard, qui causent les variations dans les systèmes verbo-temporels sont dus à ce qu'il appelle le développement mécanique du langage. Mais il ajoute tout de suite que cette explication par l'histoire, par la diachronie, est insuffisante. Enfin, par un type d'explication diachronique qui est donc l'explication mécanique. Cette explication est insuffisante parce qu'elle ne rend pas compte d'une forme de systématicité dans l'organisation du temps dans les langues. Il précise également que le système du temps s'adapte aux modifications qui sont dues à l'histoire, mais qu'il conserve une cohérence interne. Ça, on va le revoir aujourd'hui un petit peu plus en détail. C'est un point important. Vous vous souvenez, il commente la différence entre le système du latin et le système du français. Alors, sans bien sûr développer d'une manière argumentée sa présentation du système verbo-temporel du latin, mais cet exemple, cette comparaison lui permet de montrer que l'organisation des temps présente des variations d'une langue à l'autre, mais bien sûr que chaque système a une cohérence propre. Et puis il note aussi que quel que soit le système, on a toujours affaire à un passé, un présent, un futur, parfois plusieurs passés, parfois plusieurs futurs, mais quelles que soient les langues, toujours un seul présent. Ça, c'est un point intéressant également. Donc là où je m'étais arrêté, c'est que lorsque Guillaume essaie de comprendre pourquoi les systèmes linguistiques se renouvellent, pourquoi ils changent, pourquoi il y a des changements. Ces changements sont pour lui liés à des facteurs d'expressivité, mais qu'en dépit de l'expressivité, enfin en dépit des facteurs expressifs qui peuvent conduire à une modification du système, une sorte de rationalité se reconstruit la plupart du temps. Alors, on va reprendre un petit peu ces deux derniers points, parce que là, on touche à des questions assez essentielles dans la théorie guillaumienne. Alors, sur le passage du latin au français,
je reprends ces deux notes, ces deux remarques de Guillaume. Si au contraire la valeur expressive des dites innovations est perçue avec intensité, le système incapable d'une résistance efficace in statu quo change de base analytique et se reconstruit de manière à les incorporer grâce à un nouvel assemblage de ses parties. C'est ce qui s'est produit au moment où le latin est devenu le français. Le système verbotemporel latin, menacé de rupture par tout un ensemble d'innovations émanant du substrat, s'est recomposé sur une base analytique nouvelle en vue de s'incorporer celle de ces innovations dont la valeur expressive trop intensément perçue rendait l'élimination impossible. Donc vous voyez que ce qui est intéressant et original, je trouve, dans cette façon de présenter les choses, c'est que l'évolution historique est vue comme un problème de résistance d'un système aux innovations. Il faut s'imaginer la situation de la façon suivante. Vous avez un système qui a une certaine organisation, des innovations, des potentialités d'innovation qui viennent donc des usages qui viennent du caractère expressif de certaines innovations qui elles-mêmes proviennent donc de ce qu'il appelle le substrat, donc par exemple en l'occurrence le latin par rapport au français. Le système est présenté comme ayant cette propriété en quelque sorte naturelle de résister aux innovations. Mais à un moment donné, il ne peut plus résister aux innovations et il incorpore les innovations en se reconstruisant. Vous voyez, c'est un peu l'idée générale de Guillaume sur ce point. Alors, le point suivant est aussi très intéressant. Lorsqu'un système s'est ainsi intégré par sa propre transformation interne, des innovations de sources externes qui autrement l'eussent rompu, donc une note qui indique que cette incorporation est généralement rapide, la nécessité de maintenir les formes en système imposant sans délai la découverte des moyens grâce auxquels elle pourra s'opérer. Bien. Donc, ces innovations, quoique originairement arbitraires, font partie du système comme s'il les avait engendrées, rationnellement, en vertu de ses propres motifs. D'où la possibilité de les justifier en système, sans même avoir à faire mention des conditions mécaniques dans lesquelles elles se sont produites. Alors, il y a deux points qui me semblent particulièrement intéressants dans cette citation, dans ce passage. D'abord, il y a cette question du caractère arbitraire des innovations. Ces innovations, quoique originairement arbitraires, font partie du système, etc. Et puis ensuite, il y a cette deuxième idée qu'on peut expliquer les innovations en système sans même faire référence à ce qui les a causées à l'origine. Alors, sur la question de l'arbitraire, le texte de Temps et Verbe ajoute ici une note. Cette note est la suivante. Alors, c'est une note donc qui est insérée à l'endroit où Guillaume parle d'innovation, quoique originairement arbitraire. Alors, il ajoute donc arbitraire par rapport au système dominant, dû à l'influence d'un substrat, comme c'est le cas le plus fréquent. Elles ne sont pas arbitraires par rapport à ce substrat. Et le mot arbitraire doit s'entendre alors avec une certaine relativité. Il y a heure d'interprétation rationnelle divergente plutôt qu'arbitraire proprement dit. De là, finalement, ce caractère de haute raison qui se marque sur de longues périodes dans l'évolution de la morphologie. Chaque conflit d'un système dominant avec un système substrat, de chaque conflit d'un système dominant avec un système substrat,
résulte un tiers système qui réunit en lui ce qu'il y a de plus hautement rationnel dans les deux premiers. Bien. Alors, la notion d'arbitraire, ici, évidemment, vous fait sans doute penser à l'arbitraire saussurien, ça n'est pas tout à fait sans raison, mais on n'a pas affaire ici à la théorie du signe et à la question de l'arbitraire de la relation arbitraire entre signifiant et signifié. Cela dit, il y a tout de même un lien avec cette question de l'arbitraire au sens saussurien. Et je vais tâcher de vous montrer pourquoi. Donc, qu'est-ce que ça signifie ? Ces innovations ne sont pas arbitraires par rapport au substrat. Qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie simplement que ces innovations peuvent être expliquées par le substrat. On peut expliquer pourquoi telle innovation est apparue dans la langue en fonction du substrat. Donc, on comprend ici que arbitraire signifie, au fond, l'inverse de qui peut être expliqué. Ce qui est arbitraire ne s'explique pas. À partir du moment où quelque chose peut être expliqué, cette chose n'est pas arbitraire. C'est ça l'idée principale. Bon. Donc, à partir du moment où les innovations peuvent être expliquées par le substrat, elles ne sont pas arbitraires par rapport à ce substrat, elles peuvent être perçues comme arbitraires par rapport au système dans lequel on est, hein, mais pas par rapport au substrat. Bien. Donc, l'idée, c'est que ce n'est pas tellement qu'il y a de l'arbitraire, mais c'est qu'il y a une explication qui vient du substrat, et puis une explication qui vient de l'intérieur du système. Une rationalité qui vient du lien avec le substrat, et une rationalité interne au système. D'accord ? Et donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a une sorte de conflit entre ces deux rationalités. Bien. Et ce qui est important ici, c'est que le changement linguistique est, au fond, globalement perçu par Guillaume comme quelque chose d'assez rationnel. Il y a des raisons dans tout cela. D'accord ? Il y a des raisons. Alors, cette affirmation du caractère rationnel, très rationnel, du changement linguistique, c'est chez Guillaume quelque chose qui est vraiment un point de rupture avec Saussure. Alors, je n'ai pas eu le temps de l'expliquer, mais Guillaume cite très souvent Saussure. C'est pour lui un modèle, hein, c'est un modèle, disons, c'est une référence qu'il s'attache à dépasser d'une certaine façon. Il essaie de récupérer l'héritage saussurien, parce que ce que Guillaume voit chez Saussure, c'est justement une tentative d'explication systématique et pas seulement par l'histoire. Hein. Enfin bon, si vous voulez, chez Saussure, c'est toute l'affaire de la synchronie versus la diachronie. Bon, donc il y a parmi l'apport de Saussure cette idée qu'il y a un système de la langue, qu'un certain nombre de choses s'expliquent au sein du système. Et c'est cette idée-là que retient Guillaume, et Guillaume se veut le linguiste du système. Et il veut pousser cette logique d'une linguistique du système jusqu'au bout. Et c'est cela qui l'amène vers l'idée que donc il y a de la rationalité. Alors quand on regarde cette question de l'arbitraire chez Saussure, mais de l'arbitraire au sens de l'évolution des langues, on voit que l'apport est complètement différent. Là, je vous ai choisi quelques citations du cours de linguistique générale qui sont très parlantes. Donc d'abord, cette idée que la langue est un système qui ne connaît que son ordre propre. Bon, donc la langue est un système, c'est cette idée-là qui est surtout importante aux yeux de Guillaume. Une langue constitue un système si, comme nous le verrons, c'est le côté par lequel elle n'est pas complètement arbitraire et où il règne une raison relative, c'est aussi le point où apparaît l'incompétence de la masse à le transformer, car ce système est un mécanisme complexe, l'on ne peut le saisir que par la réflexion. Ceux-là même qui en font un usage journalier, quotidien si vous voulez,
l'ignore profondément. Alors, je vous disais tout à l'heure que ce terme d'arbitraire ne visait pas tout à fait la question de l'arbitraire du signe versus la motivation, mais on voit bien là, dans cette citation, le lien qu'il y a entre les deux. Hein. Ce à quoi ici Saussure renvoie, c'est bien sûr à l'opposition entre l'arbitraire absolu et l'arbitraire relatif, ou la motivation relative. Alors, je ne sais pas pour ceux d'entre vous, j'en ai déjà parlé aux étudiants de troisième année au premier semestre, mais bon, tant pis, je répète un tout petit peu sur ce point. Vous vous souvenez, la motivation relative chez Saussure, c'est l'exemple de 19, hein, de Poirier, etc. Mais bon, prenons l'exemple de 19 par opposition à 20. Hein, le mot 19 par opposition au mot 20. Le mot 19 relève de l'arbitraire relatif ou de la motivation relative chez Saussure, tandis que le mot 20 relève de l'arbitraire absolu. D'accord ? Pourquoi ? Parce que dans le mot 20, entre le signifiant formé des phonèmes 20 qui produisent le son 20, et puis la signification de 20, hein, du nombre 20, eh bien il n'y a pas de lien. Alors qu'entre la suite de phonèmes qui composent le signe 19 et le sens du mot 19, il y a un lien. Pourquoi il y a un lien ? Parce que si vous connaissez le sens du mot 10 et le sens du mot 9, même si vous n'avez jamais entendu le mot 19, si vous connaissez bien sûr, il faut connaître aussi le principe d'association qui fait que 19 signifie 10 plus 9 et pas par exemple 10 fois 9. Hein. Mais si vous connaissez à la fois le sens de 10, le sens de 9 et le sens de la combinatoire, disons, l'interprétation de la combinatoire, vous pouvez comprendre 19 si vous n'avez jamais entendu ce nombre. Par exemple, si vous connaissez le sens de 10, le sens de 9, que vous avez déjà entendu 17, 18, vous pouvez deviner le sens de 19. D'accord ? D'ailleurs, mais j'avais déjà donné cet exemple-là au premier semestre, le système de la numération est un très bon exemple pour ça, puisque comme c'est un système qui contient un nombre de signes infini, hein, le nombre de signes, le système de la numération est infini, 3 460 598, et puis vous pouvez ajouter 99, etc. Donc il y a forcément des noms de nombres que vous n'avez jamais entendus, forcément. Or, même si vous ne les avez jamais entendus, vous pouvez en comprendre le sens tout simplement par combinaison des nombres élémentaires que vous connaissez. Bon, eh bien, c'est cela, l'arbitraire relatif. C'est l'idée que vous pouvez recomposer la signification globale à partir de la signification des constituants d'un signe. Bon. Alors que, précisément, le sens de l'arbitraire absolu, c'est qu'un mot qui relève de l'arbitraire absolu, si on ne vous l'a pas appris, vous ne pouvez absolument pas deviner le sens à partir du signifiant. Si vous n'avez jamais entendu le mot chêne, vous ne pouvez pas deviner que chêne désigne le nom d'un arbre. Ou orme, bon, vous ne pouvez pas deviner que orme désigne le nom d'un arbre. En revanche, si vous avez déjà entendu poirier, cerisier, pommier, etc., la première fois que vous entendez le mot cacaoyer, et si vous connaissez le mot cacao, vous devinez que c'est l'arbre sur lequel poussent les fèves de cacao, sans avoir jamais auparavant entendu le mot cacaoyer. Bon. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? Quel est le rapport avec ce qu'on vient d'expliquer là? Eh bien, là où il y a de la motivation relative, c'est-à-dire pas quelque chose de complètement arbitraire, eh bien, il y a de l'explication rationnelle. Il y a une rationalité. Hein? Alors que là où les signes sont arbitraires, il n'y a pas de rationalité. Bon. Or, ce que nous dit Saussure, donc, c'est que, effectivement, le fait que la langue puisse être prise par un certain aspect en tant que système, lorsque Saussure dit cela, lorsque Saussure dit « une langue constitue un système », il vise par là non pas à dire une sorte de propriété qui serait une propriété fondamentale de la langue, mais il vise à décrire un aspect de la langue seulement, un aspect de la langue. C'est pour ça qu'il dit
c'est le côté par lequel elle n'est pas complètement arbitraire. La langue a un aspect système, rationnel, et c'est par là qu'elle n'est pas entièrement arbitraire. Là où elle est arbitraire, elle sort de cette rationalité. Oui? Quand tu dis arbitraire, ça suppose un arbitre. Il n'y a pas d'arbitraire sans arbitre. Dans un régime arbitraire, c'est par exemple le roi qui décide de tout. Donc il y a un arbitre dans la langue. La caractéristique de la langue, c'est qu'il n'y a pas d'arbitre. Oui. Donc il y a forcément une explication rationnelle ou accidentelle. On ne peut jamais parler d'arbitraire pour la langue. On ne peut pas l'expliquer, mais ce n'est pas arbitraire. C'est motivé. Ah oui, alors ça, je suis assez d'accord avec vous. Le fait qu'il y ait de l'arbitraire... Alors, quand vous dites que lorsqu'il y a de l'arbitraire, il y a un arbitre, c'est ça que vous dites? C'est une interprétation possible, mais on n'est pas obligé de vous suivre sur ce point. Mais cela dit, je comprends bien ce que vous dites. Et alors, fondamentalement, je suis d'accord avec vous, mais est-ce que vous êtes d'accord avec cette idée que, au fond, ça n'est pas ce que dit Saussure, hein? Saussure, pour lui, il y a bien de l'arbitraire qui est complètement irrationnel d'un côté. Eh bien, il dit que d'un côté, il y a des choses qui sont complètement arbitraires, et de l'autre côté, il y a des choses dont l'arbitraire est un peu limité. Il y a les deux. Et qu'est-ce que l'arbitraire? Ben, l'arbitraire, c'est l'irrationnel. Alors, on va voir... Ben oui, non, mais en tout cas pour Saussure, hein. Ben, arbitraire, c'est irrationnel. Je vois bien qu'on entend le mot arbitre dans arbitraire. C'est une forme de motivation relative, si vous voulez d'ailleurs. Mais quand on parle, par exemple, d'une décision arbitraire de quelqu'un, une décision arbitraire, ça ne veut pas dire une décision arbitrée. Une décision arbitraire, c'est une décision au hasard. Un choix arbitraire, c'est au hasard. Alors que lorsqu'on arbitre une décision, ou quand on arbitre je sais pas, un jugement ou une discussion, là, il y a un arbitre, d'accord? Donc j'ai l'impression que là, vous faites un jeu de mots sur arbitraire en disant qu'il faut un arbitre, mais je ne pense pas que le mot arbitraire, en tout cas dans le sens où il est employé par Saussure, renvoie à la présence d'un arbitre. Bien, continuons si vous voulez bien. Avec la citation suivante, tout ce qui a trait à la langue en tant que système demande, c'est notre conviction, à être abordé de ce point de vue qui ne retient guère l'attention des linguistes, la limitation de l'arbitraire. Donc, vous voyez, système, limitation de l'arbitraire. Hein. Pourquoi? Parce que c'est régulier. Pensez, encore une fois, au système des nombres. Système des nombres, dans la plupart des langues, ce sont des systèmes très réguliers. Hein. Et on comprend pourquoi. Il y a sans doute des langues où c'est plus bizarre que dans d'autres, mais en tout cas, la plupart du temps, les systèmes de numération dans les langues sont assez réguliers. Bien. En revanche, quand vous prenez d'autres systèmes, je ne sais pas, n'importe quoi, des noms même les noms d'arbres, tous les noms d'arbres en français, par exemple, ne sont pas en X plus suffixiés. Hein. Il y a plein d'exceptions. Donc c'est beaucoup moins régulier. Hein. Bon. Donc c'est la meilleure... prendre donc la limitation de l'arbitraire, c'est la meilleure base pour parler de ce qui est de l'ordre du système. En effet, tout le système de la langue repose sur le principe irrationnel de l'arbitraire du signe qui, appliqué sans restriction, aboutirait à la complication suprême. Mais l'esprit réussit à introduire un principe d'ordre et de régularité dans certaines parties de la masse des signes, et c'est là le rôle du relativement motivé. Alors vous voyez, c'est extrêmement intéressant cette citation parce que, et d'un côté, Saussure dit bien, en effet, enfin Saussure, encore une fois, hein, c'est le cours de linguistique générale, donc je vais vite, c'est la Vulgate, ça n'est pas, vous savez bien que ça n'est pas Saussure qui a écrit tout cela, bref, je passe, hein. Mais c'est le CLG, le cours de linguistique générale, dit ça. Tout le système de la langue repose sur le principe irrationnel de l'arbitraire du signe. Donc vous voyez, pour Saussure, la langue est fondamentalement arbitraire, irrationnelle. Mais certains aspects de la langue sont réguliers. Mais là, c'est
c'est l'esprit humain qui a réussi à introduire de l'ordre. L'esprit réussit à introduire un principe d'ordre. Donc on a cette idée que c'est par la dimension sociale que la langue a cet aspect chaotique, irrégulier, arbitraire, etc. Mais par l'aspect cognitif, si vous voulez, individuel, un principe d'ordre est réinstauré dans la langue. Mais fondamentalement, pour Saussure, la langue est quand même irrationnelle. Donc, c'est pour ça qu'il considère que, parce que quand il dit il y a de l'arbitraire et il y a du relativement arbitraire, enfin, de l'arbitraire, il y a de l'arbitraire et de l'arbitraire relatif, où il y a de l'arbitraire et un peu de motivation relative, il place en premier lieu le principe de l'arbitraire. Et il présente comme un principe de compensation le fait qu'il y ait de la motivation relative. Mais au fond, pourquoi il ne fait pas l'inverse? Pourquoi il ne dit pas tout est motivé, rationnel, mais il y a quelques exceptions où c'est un peu irrationnel? Eh bien, voilà pourquoi. Il vous explique là pourquoi il considère qu'il faut d'abord partir de l'arbitraire pour ensuite introduire un petit peu de motivation. C'est que, fondamentalement, la langue est arbitraire. Pour lui, mais c'est une thèse, ce n'est pas une démonstration. Si le mécanisme de la langue était entièrement rationnel, on pourrait l'étudier en lui-même. Mais comme il n'est qu'une correction partielle d'un système naturellement chaotique, on adopte le point de vue imposé par la nature même de la langue en étudiant ce mécanisme comme une limitation de l'arbitraire. Donc, vous voyez, ça redit bien, enfin, si vous voulez, là on a la formulation tout à fait explicite de ce que j'essayais d'introduire comme idée. Fondamentalement, la langue est quelque chose d'arbitraire. Un peu de régularité est introduite pour des raisons clairement individuelles, cognitives, etc. Mais ça ne change rien au fait que la langue soit fondamentalement arbitraire. Bien, alors, ce point, donc, est évidemment dans une opposition complète avec le point de vue de Guillaume. Je vous ai donc indiqué ces deux citations en parallèle, la citation de Saussure qu'on vient de voir qui indique que le mécanisme de la langue n'est pas complètement rationnel, et celle de Guillaume de là finalement ce caractère de haute raison qui se marque sur de longues périodes dans l'évolution de la morphologie. Vous voyez qu'on a donc chez Guillaume cette idée que le système est entièrement, que la langue est fondamentalement systématique, que donc foncièrement la langue est rationnelle, et que s'il y a de l'arbitraire, c'est relativement résiduel. Donc on a, si vous voulez, les deux mêmes axes de réflexion, si vous voulez, d'un côté de l'arbitraire, de l'autre côté de la motivation, mais une sorte d'inversion entre la priorité de l'un par rapport à l'autre entre Guillaume et Saussure. Bien, alors je poursuis donc avec la suite du texte de Guillaume. Lorsqu'un système s'est ainsi intégré par sa propre transformation interne des innovations de sources externes qui autrement l'eussent rompu, ces innovations, quoique originairement arbitraires, font partie du système comme s'il les avait engendrées rationnellement en vertu de ses propres motifs, d'où la possibilité de les justifier en système sans même avoir à faire raison des conditions mécaniques dans lesquelles elles se sont produites. Donc, je m'intéresse maintenant à cette question de l'explication. Cette question de l'explication. Donc, vous voyez qu'il y a ici une opposition entre de l'interne et de l'externe, entre des transformations, des modifications, etc., qui sont de nature interne, c'est-à-dire interne au système, et des modifications externes au système, donc, encore une fois, dans la relation entre le système et le substrat. Ce qui est intéressant ici, c'est donc
que même si on peut expliquer certaines innovations par des facteurs, des causes externes, c'est-à-dire venant, par exemple, du latin pour le français. Bon. Eh bien, le fait même que ces innovations aient marché, qu'elles aient été acceptées par le système, que le système se soit configuré autour de ces innovations, eh bien, ça prouve que le système s'est adapté, à modifier sa logique interne, si vous voulez, pour intégrer ces innovations, et par conséquent, que ces innovations sont également passibles d'une explication interne au système. Puisqu'il faut arriver à comprendre comment le système, la logique interne du système fonctionne pour que ces innovations, mais qui ne sont plus perçues comme telles, puisqu'elles sont intégrées dans le système, eh bien, ces innovations ont leur place dans le système. Donc, il y a là quand même un type d'analyse assez subtil, je trouve, où on arrive à articuler, vous voyez, une perspective historique avec une perspective, disons, intrasystémique. Hein. Alors, s'il y a deux types de causalité, une causalité externe et une causalité interne, il y a donc en même temps, forcément, deux types d'explications. Et c'est bien ce que Guillaume nous explique dans la suite du texte. Je lis donc ainsi dans la partie formelle de la langue, où les signes se groupent en systèmes, l'explication mécanique se double partout d'une explication psychologique. Ce qui permet de recourir à volonté, soit à l'une, soit à l'autre. La première, donc l'explication mécanique, présente en quelque sorte la face externe du phénomène, c'est-à-dire les accidents phonétiques ou analogiques, à la suite desquels les formes ont acquis leur valeur. Et la seconde, la face interne, c'est-à-dire les transformations de systèmes qui ont accompagné et permis cette acquisition, ce qui est une manière de la causer. Alors, je poursuis un tout petit peu la citation parce que la suite approfondit la même idée. Donc ces deux explications, chacune dans leur ordre, sont également valables, mais tandis que l'explication mécanique représente la partie suivie avec succès dans de nombreux travaux, donc là, Guillaume fait allusion à ce qui se fait à son époque, hein, des explications surtout historiques, de diachronie, de philologie historique, etc. On ignore à peu près complètement les possibilités de l'explication psychologique. Rares sont en effet les ouvrages où elle occupe une place importante, plus rares encore ceux, comme la présente étude, où elle est tout. Cela tient à ce que la linguistique, dans sa crainte de ne pas garder avec les faits un contact assez étroit, donc là, il y a, si vous voulez, sous-jacente une sorte de critique de ce que Guillaume appelle parfois le positivisme excessif en linguistique, c'est-à-dire le fait de vouloir absolument analyser des choses concrètes, matérielles, visibles. Dans sa crainte de ne pas garder avec les faits un contact assez étroit, à éviter autant que possible d'aborder les problèmes de morphologie du dedans, du côté de la pensée, ce à quoi il eût été amené nécessairement si elle eût perçu avec netteté qu'un système morphologique considéré abstraitement en lui-même, indépendamment de ses signes représentatifs, est une entité qui, pour être immatérielle, n'en constitue pas moins un facteur réel de la langue, comportant un mode d'évaluation propre que l'évolution plus apparente des autres facteurs est tenue de respecter et dont il incombe par conséquent aux linguistes d'acquérir une vue distincte. Alors vous voyez là, on est passé donc, Guillaume va jusqu'au bout de ce qu'il appelle une explication psychologique. Donc, ce qui est externe, mécanique, hein, c'est l'explication historique. Alors, il intègre
les accidents phonétiques ou analogiques. Alors là, on pourrait discuter parce qu'au fond, quand il y a des régularisations analogiques, elles ont aussi une cause cognitive, hein, et donc une cause psychologique. Mais je passe sur ce point. Cette explication psychologique, c'est vraiment ce que Guillaume présente comme étant son innovation. Hein. Grosso modo, son innovation qui est, à ses yeux, un approfondissement de l'héritage saussurien, mais de l'héritage saussurien du côté du système. Alors, il y a, du coup, pour aller jusqu'au bout de cette linguistique psychologique, alors qui est psychologique dans un sens très particulier de psychologique, hein, je veux dire psychologique tout simplement parce que c'est quelque chose qui se passe seulement dans la pensée qu'il essaye d'analyser. Alors, vous voyez qu'il y a cette idée audacieuse qu'il y a une morphologie du dedans. Évidemment, ce n'est pas du tout le sens usuel de ce qu'on appelle la morphologie. Hein. Mais ce qu'il veut dire par là, c'est que ce qui est apparent dans la morphologie, ce qu'on voit dans la morphologie, renvoie à des choses cachées, qui sont donc des signifiés, si vous voulez, hein, des significations, qui correspondent non pas pour lui à des reconstructions artificielles faites par des linguistes, donc à des artefacts, si vous voulez, métalinguistiques, mais qui correspondent à des processus mentaux. Hein. C'est-à-dire que ça veut dire que si dans la morphologie, vous voyez des choses qui se ressemblent, ça veut dire que dans la pensée, enfin pour Guillaume, hein, dans la pensée, il y a quelque chose qui se ressemble. D'accord ? Et c'est pour ça que pour lui, la morphologie visible, bah, d'accord, c'est une chose, mais ce qui est intéressant, c'est tout le continent caché que révèle l'organisation morphologique. Et c'est ce qu'on va bien voir avec son analyse du système verbal. Bien, alors, si on synthétise donc cette dernière partie de l'introduction, comme je l'ai fait donc tout à l'heure au début de la séance pour faire une synthèse de la première partie, on a donc cette opposition entre l'explication mécanique, principalement les lois phonétiques, mais pas seulement bien sûr, hein, et l'explication psychologique. Cette idée que Temps et Verbe est un livre qui est entièrement tourné du côté de cette explication interne psychologique, que cette analyse suppose de concevoir une morphologie indépendamment des signifiants, hein, indépendamment des formes, donc ce que Guillaume appelle une morphologie du dedans, et que l'objectif, c'est donc de dégager ce que Guillaume appelle parfois la partie systématique idéale du langage, évidemment, puisque le thème de l'ouvrage, c'est le verbe. Guillaume ne s'intéresse ici qu'au verbe, mais au fond, toute la psychomécanique du langage adopte cette perspective. Donc, d'avoir une perspective psychologique qui prend les phénomènes de l'intérieur, disons, du côté du signifié, non pas en négligeant complètement les signifiants comme si on s'intéressait qu'aux lois de la pensée, hein, mais vous allez le voir, on s'intéresse aux signifiants en tant qu'ils sont révélateurs de l'organisation des signifiés. Et donc, à la fin, ce qui nous intéresse, ce sont bien les signifiés. Alors, est-ce que vous avez des questions avant que je passe donc au premier chapitre de l'ouvrage, en poursuivant cette analyse détaillée pas à pas, hein? Oui, je vous en prie. Au début, il y a le mot justifié. Alors, un peu avant. Voilà, d'où la possibilité de les justifier. Oui, de les justifier en système. Justifier, c'est auprès de quelqu'un, auprès d'une autorité. Il n'y a pas à justifier, il y a à expliquer, mais pas à justifier.
Oui, alors, les justifier en système, oui, ce que vous me dites, c'est que vous comprenez si on comprend justifier au sens d'expliquer, pas de justifier. Oui, 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 oui. Oui, je suis d'accord. De toute façon, c'est comme ça que je comprends le mot ici, hein, justifier au sens d'expliquer, oui, tout à fait. Pas d'autres questions? Bon, je précise encore une fois, mon idée, si vous voulez, pédagogiquement, c'est que à la fin au moins d'une première partie de ce cours, quand vous ouvrez le livre, j'espère qu'à un moment donné, vous irez quand même prendre le livre, le récupérer à la bibliothèque quelque part, et quand vous allez lire Temps et Verbe, vous allez lire ça avec une facilité, comme ça va vous paraître, tout va vous paraître évident. C'est ça le but, c'est que pour ça que j'insiste aussi lourdement sur le texte, que je le relis, que je le lis plusieurs fois, c'est pour faire en sorte que vous arriviez à acquérir une familiarité avec ce texte et que vous lisiez du Guillaume comme si vous n'aviez fait que ça depuis toujours. En exagérant un tout petit peu. Alors, là, à partir du premier chapitre, bon, jusqu'à présent, on était dans les principes généraux, vraiment, dans les idées générales du sujet, du changement. Disons, l'idée de Guillaume dans cette partie introductive était quand même vraiment de dire de quel point de vue il parle, hein, de quel point de vue général il adopte, on l'a compris, c'est un point de vue systématique, fondé sur une explication psychologique, etc., etc. Maintenant, à partir du premier chapitre, vous voyez, qui est intitulé « Principe d'analyse et thèse générale, les instants caractéristiques de la formation de l'image-temps », vous avez l'exposé de la thèse d'ensemble qui va être défendue dans le livre. Hein. D'ailleurs, au fond, ce livre, c'est un remarquable exemple de la façon dont il faut s'y prendre pour écrire un mémoire, pour écrire n'importe quel travail intellectuel, au fond pas seulement en linguistique. Hein. Vous précisez d'abord bien de quel point de vue vous vous situez par rapport à différents points de vue existants. Ensuite, vous donnez votre thèse générale et ensuite vous montrez comment votre thèse générale s'applique à différents cas particuliers, etc. Bien, alors, principe d'analyse et thèse générale. Donc, la grammaire traditionnelle, lorsqu'elle traite du temps, ce à quoi elle est tenue au chapitre du verbe, la grammaire traditionnelle, lorsqu'elle traite du temps, ce à quoi elle est tenue au chapitre du verbe, vu que le propre du verbe est d'être sous-tendu de temps, le considère invariablement comme une ligne infinie, recomposée de deux segments dans le prolongement l'un de l'autre, le passé et le futur, que distingue la coupure insérée entre eux du présent, soit figurément, donc cette figure où vous avez donc la ligne du temps avec passé, présent, futur. Bien. Alors, il faudrait peut-être vérifier qu'en effet, la grammaire traditionnelle présente les choses sous cet aspect, ce qui n'est pas tout à fait certain. Hein. On pourrait imaginer que les grammaires traditionnelles présentent le temps, présente les temps du verbe sous une forme plus ponctuelle. Hein, un point pour le passé, un point pour le présent, un point pour le futur. Ou alors qu'elle présente un point pour le présent et puis une durée pour le passé, une durée pour le futur. Oui, cette représentation que Guillaume donne comme étant une sorte de passage obligé de la grammaire traditionnelle, c'est tout de même une représentation que lui considère comme étant assez traditionnelle, mais on n'est pas tout à fait obligé de suivre cet avis. Peu importe, au fond, peut-être qu'il n'accorde pas tant d'importance que cela au fait qu'il y ait une sorte de... Vous voyez, ces espèces de pointillés pour le présent, etc. Cette idée que le présent soit une coupure entre le passé et le futur, on voit que déjà, dès cette présentation du modèle de la grammaire traditionnelle, on sent poindre déjà une certaine théorie sur le temps. Alors, lisons la suite. Cette figuration
dont on peut dire qu'elle porte au maximum le panoramisme du temps, est la plus achevée, la plus réalisée qu'on puisse concevoir. C'est le résultat d'un grand effort de visée en vue d'obtenir une image autonome, aussi concrète que possible, d'une chose en soi difficilement représentable et qui n'acquiert une existence propre distincte de l'ensemble de la réalité qu'en vertu d'une abstraction, la plus importante sans doute qu'ait jamais produite l'esprit humain. Alors, il y a deux notes qui ajoutent des précisions sur à la fois la notion d'image autonome et cette opposition entre le concret et l'abstrait. Alors, là, vous voyez, l'idée de Guillaume, c'est tout de même de nous dire, bon, cette représentation du temps, elle semble une évidence. Hein, bon, voilà. Parler des temps du verbe, vous dites passé, présent, futur. Bah, bien sûr, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Ben non, ça n'est pas une évidence. Hein, ça n'est pas une évidence. Et là, si vous voulez, on a bien cette démarche de pensée qui consiste à faire un pas de recul devant nos évidences. Hein. Ça n'est pas une évidence. Pourquoi? Eh bien, d'une part, parce que, aussi simple qu'elle soit, cette représentation du temps comme étant une séparation entre du passé, du présent et du futur, ou une succession du passé, du présent et du futur, cette image du temps est le résultat d'un effort. Hein, le résultat d'un effort. Et cet effort, plus précisément, en quoi consiste-t-il? Il consiste à extraire le temps des phénomènes. C'est pour cette raison que Guillaume dit, voilà, c'est le résultat d'un grand effort de visée en vue d'obtenir une image autonome, c'est-à-dire une image individualisée, extérieure à l'objet que le temps est appelé à véhiculer. Pour arriver à concevoir le temps en général, bon, vous connaissez bien la phrase de Saint-Augustin, hein, le temps c'est évident, mais dès qu'on essaie de le définir, on n'y arrive pas. Avoir une vision si abstraite du temps, donc extraire le temps de la réalité, par exemple, je ne sais pas moi, vous connaissez, vous pensez à, je sais pas, vos grands-parents, ils portent une espèce de temporalité en eux. Hein. Vous avez entendu des récits sur leur jeunesse, leur histoire, etc. Mais ça, c'est le temps qui est, comment dire, en quelque sorte, matérialisé dans la personne. Mais pour arriver à extraire une espèce de schéma général du temps, qui nous semble aujourd'hui, tout au moins dans nos civilisations, dans notre civilisation évidente, eh bien, cela suppose une abstraction, enfin, comment dire, oui, cela suppose à la fois d'extraire la notion de temps de ce qui le véhicule, donc ça c'est une abstraction, mais c'est aussi une façon de rendre les choses concrètes. Hein. Donc, cette image est à la fois une abstraction, mais c'est quelque chose de très concret, parce que du coup c'est une ligne. C'est toute la problématique, si vous voulez, très classique, hein, de la spatialisation du temps. Pour se représenter le temps, on se le représente sous la forme de l'espace. Pas forcément, mais disons que c'est une certaine conception de la représentation du temps. Pour Guillaume, on verra, c'est presque une sorte d'obligation cognitive. On n'a pas le choix. Hein. Le temps, c'est trop abstrait. Pour se le représenter, il faut passer par l'espace. Donc, le résultat d'un grand effort de visée en vue d'obtenir une image autonome, aussi concrète que possible, d'une chose en soi difficilement représentable, et donc et qui n'acquiert une existence propre qu'en vertu d'une abstraction la plus importante sans doute qu'ait jamais produite l'esprit humain. Donc c'est vraiment l'idée
enfin, disons, cette ligne du temps, hein, toute bête avec le passé, le présent, le futur, est présentée comme étant une espèce de grande victoire du génie humain. Donc, vous voyez, il y a quand même bien cette idée qui est souvent très importante dans les découvertes scientifiques et philosophiques, etc., d'un recul par rapport à ce qui nous paraît évident. C'est d'ailleurs assez proche de ce qu'un philosophe américain qui s'appelle Stanley Cavell nomme l'inquiétante étrangeté de l'ordinaire. C'est-à-dire que il y a des tas de choses qui vous paraissent tout à fait banales, quotidiennes, ordinaires, parce que vous ne les voyez pas, parce que vous êtes plongé dedans tout le temps, et on ne voit pas ce qu'il y a d'extraordinaire et d'étrange dans l'ordinaire. Et là, si vous voulez, ce geste de Guillaume de nous dire, mais voyez, cette ligne du temps, qui est dans toutes les grammaires, qui est partout, qui vous paraît tellement évidente, eh ben non, c'est pas rien. C'est déjà énorme que l'être humain ait réussi à conceptualiser le temps de cette façon. Bon. Alors, bon, d'accord, c'est très bien. Mais pour le linguiste, ça n'est pas suffisant. Pourquoi ? Mais pour le linguiste et les fins qu'il poursuit, cette image optima du temps est un instrument insuffisant. Son défaut vient précisément de sa perfection. Ce qu'elle offre au regard, c'est du temps déjà construit en pensée, si on peut s'exprimer ainsi, alors que l'analyse demanderait qu'on vit du temps en train de se construire dans la pensée. Il est concevable en effet que pour s'introduire profondément à la connaissance d'un objet, cet objet fût-il le temps, point ne suffit de le considérer à l'état achevé, mais qu'il faut de plus et surtout se représenter les états par lesquels il a passé avant d'atteindre sa forme d'achèvement. Autrement dit, la vue du temps au degré d'achèvement maximum ci-dessus, autrement dit, la vue du temps au degré d'achèvement maximum ci-dessus décrit en donne une connaissance extrinsèque, mais pour une connaissance intrinsèque, il importerait de pouvoir suivre pas à pas, en quelque sorte, la genèse de l'image-temps dans la pensée. Alors, on commence à voir poindre ici les thèses fondamentales de Guillaume. Vous voyez, le début du paragraphe est un peu étrange parce qu'on a quelque chose qui ne suffit pas parce que c'est trop parfait. Hein, c'est quand même ça l'idée qu'il développe au début du paragraphe. C'est assez étrange comme façon de présenter les choses, mais en effet, il considère que cette vision du temps, la séparation passé, présent, futur, même si elle est une grande conquête de l'esprit humain, et si effectivement elle l'est en effet, elle donne le résultat. Elle est insuffisante parce que ce dont a besoin le linguiste dans sa perspective, à lui, dans la perspective de Guillaume, qui veut être une perspective psychologique, comme il le dit, il a besoin de savoir comment on arrive à ça. Comment l'esprit humain, non pas dans l'histoire de l'humanité, hein, mais dans la construction des langues, a réussi à construire cette image. Comment s'élabore dans la pensée, comment se construit dans la pensée cette représentation du temps achevé. Quels en sont les états antérieurs. Donc, on a cette opposition qui va être constante en psychomécanique, c'est vraiment un leitmotiv de la chose qui est déjà construite, qui est ce qu'on peut observer, et puis le processus, la genèse pour aboutir. Par exemple, je ne sais pas, dans certains textes, Guillaume dit qu'il ne faut pas parler de substantif, il faut parler de processus de substantivation, pas parler d'adjectif, mais de processus d'adjectivisation. Comment quelque chose devient adjectif, la genèse qui produit. Donc, toujours, quoi qu'on regarde, quoi qu'on observe, on s'interroge sur le processus qui a conduit
à l'état de ce qu'on observe. Donc, vous voyez qu'il y a cette idée d'une recherche, disons, d'une chronologie, d'une genèse dans toute l'analyse linguistique. Et puis on retrouve, vous voyez, dans le paragraphe du bas, cette opposition entre la connaissance extrinsèque et la connaissance intrinsèque. Donc l'idée, c'est que cette image du temps, elle fait bien partie de la pensée. C'est une représentation graphique, certes, on peut le représenter d'une manière graphique. Et d'ailleurs, vous verrez ensuite que les schémas chez Guillaume ont une très grande importance, parce que, encore une fois, les représentations visuelles, graphiques, etc., sont une façon de donner une image de ce qui se passe dans la pensée. Mais cette représentation graphique, elle est une sorte de représentation commode, mais de quelque chose qui existe dans l'esprit. C'est dans notre esprit que nous avons cette idée qu'il y a du passé, du présent et du futur. On le représente sous forme d'une ligne, mais fondamentalement, cette distinction passé, présent, futur, c'est une distinction qui appartient à notre esprit. Pour nous, c'est évident, ces notions. Est-ce que quelque chose est dans le passé, dans le présent et dans le futur? Si ce n'est pas évident pour vous, c'est que vous avez un problème psychiatrique, en général. Oui? Une autre, quand on adopte une autre hypothèse qui consiste à dire que l'avenir se situe à droite. Oui. Passé à gauche. Oui, voilà. Alors, ça aussi, c'est une possibilité. Là, il y a des variations culturelles assez grandes entre le fait de savoir si le passé est derrière ou devant. Selon les cultures, il y a de grandes différences. J'ai lu une fois que les écritures où on écrit de droite à gauche, finalement, c'est des gens orientés vers le passé. Oui. Bien sûr, bien sûr. Non, mais tout à fait. Non, mais effectivement, le fait on pourrait très bien représenter passé, présent, futur comme ça. Hein. Le futur étant là, le présent et le passé ici. Évidemment, ça nous paraît beaucoup moins naturel, hein, a priori. Mais allez savoir si c'est pour des raisons profondément cognitives liées à notre culture, ou tout simplement parce que c'est une représentation qui est très ancienne, qu'on a apprise à l'école, etc., etc. Bon, difficile à savoir. Hein. Mais effectivement, dans certaines civilisations, le futur n'est pas devant, il est derrière. Hein. Et puis... Quand on écrit dans la pierre, on tape forcément dans le sens. Donc... Ah oui, effectivement. Très bien. Alors, continuons donc sur cette notion d'aboutir, de processus qui aboutit à l'image du temps. Cette possibilité d'une description génétique de l'image-temps n'est pas à exclure a priori. De sérieuses raisons existent même de la retenir. Les voici. Pour être une opération mentale extrêmement brève, la formation de l'image-temps dans l'esprit n'en demande pas moins un temps, très court sans doute, mais non pas infiniment court et par conséquent réel. Une note, la pensée en action de langage exige réellement du temps. Il y a là un principe de grande portée en linguistique psychologique et en linguistique générale. Il s'ensuit que cette formation peut être rapportée à un axe, une certaine durée de temps qu'on se représente linéairement, qui est le lieu de tout ce qui a trait à la figuration mentale du temps. Nous nommerons cet axe l'axe du temps chronogénétique et l'opération de pensée qui s'y développe, la chronogénèse. Bien, alors, ce passage-là, qui commence pour être une opération extrêmement brève, etc., c'est sans doute la citation de Guillaume qui est la plus connue de tout le monde. Hein. C'est vraiment, en général, les gens qui connaissent Guillaume connaissent ça, c'est tout. Enfin, je veux dire la connaissance minimale. On a entendu parler de cette idée, on connaît cette citation. C'est vraiment une citation extrêmement importante, un passage extrêmement important, où en quelques mots, Guillaume introduit une idée, bon, franchement géniale.
là, il faut vraiment... Enfin, maintenant, on s'est habitué, ça fait partie, c'est déjà ancien, hein, 1929, dans les verbes, je vous rappelle. Mais il y a quelque chose qui est de l'ordre du coup de génie là-dedans, quand même. Parce que, rendez-vous compte de ce qu'il fait. Il est en train de travailler sur le temps verbal, hein, sur voilà, l'analyse linguistique, comment ça marche, le système des temps. Et il aboutit à quoi? À l'idée qu'il faut du temps pour construire la représentation du temps. Donc, il y a quand même quelque chose de... Il y a une invention. Hein. Il y a une invention là-dedans. Alors, il y avait un petit peu ça, des rudiments de ça, chez Bosé, un peu à Port-Royal. Bon, mais pour introduire cette idée de cette façon, il y a vraiment un coup de génie, je trouve, hein, personnellement. Bon, après, alors, pourquoi l'idée, c'est donc qu'on travaille sur la représentation du temps. Donc vous avez un premier temps, qui est le temps passé, présent, futur, l'axe. Bon. Ce temps, c'est un résultat. D'accord? C'est le résultat d'un processus. Donc pour arriver à cette image du temps, il a fallu un processus génétique. Donc ce processus, c'est un autre axe du temps. Il y a un temps pour construire l'image du temps. Bon, la formation de l'image-temps dans l'esprit n'en demande pas moins un temps. Alors, là, il y a tout un débat sur lequel je reviendrai peut-être. On n'est pas... Enfin bon, mais c'est un débat, en tout cas, au sein de la psychomécanique du langage. Savoir quel est le statut de ce temps. Est-ce que c'est un temps qu'on postule comme ça pour être... pour faire des représentations, un temps un petit peu abstrait, si vous voulez, hein, qui a surtout une valeur métalinguistique, ou est-ce que c'est un temps réel? C'est-à-dire que quand Guillaume dit qu'il faut du temps pour se représenter le temps, eh bien, il vise l'idée que neurologiquement, hein, on a besoin de quelques milliardièmes de secondes pour se représenter le temps. Vous voyez? Donc, en fait, il y a deux interprétations possibles. Je reviendrai plus tard là-dessus, c'est trop tôt pour engager la discussion sur ce point. Et voyez que cette découverte donc, du temps des représentations, au sujet du temps qu'il faut pour se représenter le temps, elle est généralisée. La pensée en action de langage exige réellement du temps. Il y a là un principe de grande portée en linguistique psychologique et en linguistique générale. Eh bien, en effet, c'est la grande thèse de Guillaume et de toute la psychomécanique du langage, c'est que le temps va devenir un concept métalinguistique. C'est-à-dire qu'à partir du moment... Alors, c'est valable d'abord pour le verbe, hein, mais c'est une chose qui est généralisable, comme je le disais tout à l'heure, à n'importe quelle partie du discours, si on veut, et même au-delà. Donc si au lieu de parler du substantif, on parle d'un processus de substantivation, si au lieu de parler de l'adjectif, je parle d'un processus d'adjectivation, d'adjectivisation, comme vous voulez, etc. Ça veut dire que le linguiste va analyser le processus et donc l'axe temporel, le temps, va être le paramètre que va utiliser le linguiste pour décrire les choses. On va voir ça plus en détail tout de suite. Alors, cette affaire, donc, se matérialise dans le cas du temps, dans le cas de la construction de l'image du temps, par cette notion d'axe du temps chronogénétique. Hein. Nous nommerons cet axe l'axe du temps chronogénétique. Et l'opération de pensée qui s'y développe, la chronogénèse. Alors, ça ressemble à la chose suivante, hein, qu'on va commenter ensuite. Donc, vous avez la chronogénèse qui est l'axe horizontal qui représente donc le temps de construction des représentations, hein, le temps qu'il faut pour construire les représentations. À la fin, temps in et c, on verra que c'est le temps passé, présent, futur qui est construit, donc c'est la fin du processus. Hein. Et puis, il y a des stades intermédiaires. Bien, alors, je vous ai juste donné la représentation globale pour que vous en ayez une idée, mais maintenant, on va
commenter cela d'une manière plus précise. La possession de cet axe accroît considérablement les possibilités analytiques en révélant un plan profond de la morphologie verbale que la grammaire traditionnelle a complètement ignoré. Alors vous remarquerez, ça c'est quelque chose d'un peu parfois agaçant chez Guillaume. Il tient sans arrêt à dire que ce qu'il fait, lui, s'oppose à la grammaire traditionnelle, est différent de ce que tout le monde fait. Il en fait un peu trop si on veut, sur le côté novateur, même s'il a raison, on n'est pas obligé forcément de lire. Bon. Ouais. Pour toute section, en effet, qu'on porte sur l'axe chronogénétique, on obtient, du fait même que chaque section ainsi portée instantanéise ce qui se passe sur cet axe, une vue par profil du phénomène de la formation de l'image-temps dans l'esprit. Ce sectionnement de l'axe chronogénétique peut théoriquement s'y répéter de point en point et le nombre des profils devenir illimité. Mais on conçoit qu'il n'est intéressant de les relever que pour autant qu'ils se présentent distincts des profils antécédents et conséquents. Aussi, n'y a-t-il lieu de sectionner l'axe du temps chronogénétique qu'aux points susceptibles de correspondre à un profil singulier. Ces points, les seuls points singuliers que puisse offrir en soi un axe limité, sont au nombre de 3, initial, médian, final, et marquent chacun un instant caractéristique de la formation de l'image-temps. Bon, les points qui m'intéressent ici, c'est donc, bon, alors, je l'ai dit déjà, cette idée que Guillaume tient à distinguer son enseignement des enseignements traditionnels. Alors, vous avez remarqué tout à l'heure, mais on va le présenter de nouveau dans d'autres diapositives, mais vous avez remarqué qu'il y a donc 3 axes verticaux qui coupent l'axe horizontal de construction du temps. Donc, en théorie, on pourrait imaginer que sur cet axe horizontal, il puisse y avoir une multiplicité de stases, d'arrêts. Parce que vous avez bien compris, l'idée c'est que le temps se construit sur cet axe pour aboutir à la distinction passé, présent, futur. Et au fond, à chaque moment, le temps est un peu construit, un peu plus, un peu plus, un peu plus, un peu plus, jusqu'à ce qu'il soit complètement construit, complètement établi. Donc, a priori, on pourrait imaginer que il y ait un nombre très grand de moments dans cette construction. Mais Guillaume en dégage 3 et il justifie, il le justifie d'une manière assez péremptoire puisqu'il dit les seuls points singuliers que puisse offrir en soi un axe limité sont au nombre de 3, initial, médian, final. Bon. Ça, c'est un petit peu, disons, ça manque de justification, en effet. C'est un a priori tout à fait. C'est pas que ça en manque. Oui, il n'y a pas de justification. Voilà. Et donc, d'ailleurs, c'est effectivement quelque chose que les successeurs de Guillaume vont pouvoir. C'est un point sur lequel ils vont pouvoir faire évoluer la théorie. C'est-à-dire qu'on peut analyser la chronogénèse avec plus de moments de coupure, dans d'autres perspectives, dans une perspective guillaumienne, mais qui reprend les idées générales sans forcément s'arrêter à la doctrine qu'a exploré Guillaume. Et vous avez ça en particulier dans les travaux d'Olivier Soutet. Bon, je pense en particulier à un article qu'on aura l'occasion d'étudier un peu plus tard. Alors, maintenant, l'analyse détaillée du schéma de la chronogénèse. Donc, quand vous avez la flèche horizontale temps chronogénétique, c'est donc le temps de développement de la chronogénèse. À l'instant initial, position 1 de la figure ci-dessus, la chronogénèse n'a pas encore opéré. Elle est seulement en pouvoir d'opérer. L'image temps saisie sur cet instant de la chronogénèse est le temps in posse, c'est-à-dire une image que la pensée n'a aucunement réalisée
mais qu'elle est néanmoins en puissance de réaliser. À l'instant médian, toute position de type intercalaire entre I et F, la chronogénèse a plus ou moins opéré, et l'image temps saisie en telle position se présente au cours de la formation dans l'esprit. C'est le temps infieri. À l'instant final, position F, la chronogénèse a fini d'opérer, et la vue qu'on en prend sur cet instant correspond à l'image temps achevée, décrite au début, et que nous nommerons désormais, pour bien l'opposer aux autres, le temps in-essai. Donc, vous avez bien compris, hein, je l'ai déjà dit tout à l'heure, l'axe du temps passé, présent, futur, hein, correspond uniquement au moment final, in-essai ici, et tout ce qui est avant, eh bien, ce sont des stades antérieurs de la construction du temps. Alors, il y a là l'introduction d'une idée importante qui est qu'est-ce qui se passe au fond. Donc, d'accord, la qualité en quelque sorte, le degré de précision de l'image du temps s'accroît lors du développement sur l'axe de la chronogénèse. Hein. Pendant le temps chronogénétique, l'image du temps devient de plus en plus précise, plus élaborée. Bon. Là, Guillaume, vous voyez, dit que introduit cette notion de réaliser. Hein. Il y a quelque chose qui la pensée n'a pas encore réalisé, la chronogénèse a plus ou moins opéré, elle a fini d'opérer. Alors, cette notion de réalisation va être précisée par la suite et est extrêmement importante. Alors, poursuivons. Donc, on a soit au total 3 profils caractéristiques de la formation d'image-temps en puissance, en devenir en réalité. Profils qui représentent dans la formation mentale de l'image-temps les axes chronothétiques. Considérée dans son ensemble, l'opération de pensée qui se développe sur ces axes est la chronothèse. Elle fixe dans l'esprit l'image-temps que la chronogénèse vient de créer. Quant au mouvement par lequel, dans le procès de la formation de l'image-temps, la chronogénèse, en action sur l'axe qui lui est propre, se porte d'un axe chronogénétique au suivant, comme il s'agit d'une opération de pensée réalisatrice, non pas particulière au temps au verbe, mais tout à fait générale dans le langage, nous la désignerons par le terme de visée. Alors là, il y a beaucoup de choses importantes dans cette citation. Donc, d'abord, du point de vue de la terminologie, je vais juste prendre un pointeur là, parce que ça sera bien pratique. Alors, donc, vous avez bien vu que dans le temps chronogénétique, on a l'aboutissement de la représentation du temps, donc passé, présent, futur, à la fin, ici, au temps in-essai. Chaque stade du développement du temps chronogénétique porte un nom que Guillaume vient d'introduire dans la citation que j'ai lue à l'instant, qui est le nom de chronothèse. Hein. Le temps in possé, c'est une chronothèse, temps infieri, c'est une autre chronothèse, temps in essai, c'est la troisième chronothèse. D'accord ? Donc il y a un temps de ces chronothèses et un temps de la chronogénèse. Considérée dans son ensemble, l'opération qui se développe sur ces axes est la chronothèse. Elle fixe dans l'esprit l'image-temps que la chronogénèse vient de créer. Donc, la chronogénèse arrive à un certain stade et la chronothèse fixe dans l'esprit l'image-temps à laquelle on est arrivé par la chronogénèse. Mais le temps de la chronogénèse, alors c'est là où
Guillaume approfondit cette notion de réalisation qu'il avait introduite juste avant. C'est une opération de pensée réalisatrice. Alors il y a quelque chose qui se réalise. Alors on comprend bien en quel sens d'abord, puisque on est dans cette idée que l'image temps se réalise peu à peu. Alors je ne sais pas, on peut imaginer ça comme par exemple un potier qui fabrique à partir d'une boule de glaise, qui fabrique quelque chose. Hein. Le potier, petit à petit, d'abord il a une espèce de masse informe, ensuite il a un truc qui commence à avoir une forme cylindrique, et puis à la fin il a un beau vase. Bon, vous voyez, on pourrait prendre cette image pour distinguer les trois chronothèses. C'est ça l'idée. Et c'est dans ce sens-là qu'il faut comprendre la notion de pensée réalisatrice. C'est-à-dire que le pot, il est réalisé à la fin. Hein, il est entièrement réalisé à la fin. Le temps, il est entièrement réalisé à la fin. Sauf que ça va plus loin que ça. Parce que, vous voyez, Guillaume dit bien, c'est une opération réalisatrice, non pas particulière au temps et au verbe, mais tout à fait générale dans le langage. Alors, bien sûr, on peut comprendre, et c'est ensuite qu'il dit, nous la désignerons par le terme de visée. Alors, au-delà de cette idée qu'il y a donc ces deux types d'opérations de pensée, chronogénèse et chronothèse, hein, ce sont bien deux autres types d'opérations de pensée différentes, ce qui va m'intéresser ici pour le commentaire, c'est de mieux comprendre ce que Guillaume entend par visée. Parce qu'effectivement, si cette notion a une valeur générale dans le langage, c'est une notion importante. Alors, on pourrait d'abord la comprendre en disant que, bien sûr, puisque, comme je l'ai déjà répété plusieurs fois, c'est une affaire de genèse, et que tout dans le langage doit être vu sous l'angle génétique, bah, il y aura partout des questions de réalisation. Bon. Mais, au fond, l'idée qu'a Guillaume est plus précise, et d'ailleurs, il y a dans Temps et Verbes une note qui donne des précisions sur cette notion de visée. Cette note est la suivante. Déjà, dans un précédent ouvrage, Le problème de l'article et sa solution dans la langue française, nous avons eu l'occasion de décrire en détail cette opération réalisatrice de la visée. Il s'agissait non pas du verbe, mais du nom. Et il est apparu que l'article est le signe avec lequel la visée en opère la réalisation. Car le nom dans la langue, nom en puissance, est autre chose que le nom dans le discours, nom en effet. Dans la langue, le nom ne possède que le pouvoir de prendre telle ou telle forme plus ou moins étendue, individu, espèce, collection plus ou moins vaste, etc. Dans le discours, il prend effectivement l'une de ces formes possibles. On peut donc dire de l'article que sa fonction est de dénoter la transition du nom en puissance au nom en effet. Alors, est-ce que, du coup, avec cet exemple de l'article, vous voyez à quoi correspond cette notion de visée? C'est quoi cette visée chez Guillaume? Comment ça s'appelle dans la linguistique plus contemporaine? Non, je veux dire, pensez à l'exemple de l'article. À quoi sert un article? Oui, plus précisément, à actualiser. Hein. C'est l'actualisation du nom. Eh bien, au fond, cette notion a été, c'est vraiment une des notions que Guillaume a très largement contribué à découvrir. Hein. On la trouve aussi chez Valli, mais chez Guillaume très tôt, dans le problème de l'article, hein, qui date, rappelez-vous, de 1919, Guillaume introduit cette idée que se pose la question. Bon, je ne vais pas avoir le temps de commenter l'ensemble de ce texte qui est assez complexe, mais l'idée générale, si vous voulez, le titre d'ailleurs est assez parlant, le problème de l'article et sa solution dans la langue française. J'en avais d'ailleurs peut-être un tout petit peu parlé lors de la première séance quand j'ai exposé la bibliographie de Guillaume. Il se dit, mais pourquoi, diable, des langues issues du latin, des langues romanes, ont-elles développé un article alors qu'il n'y avait pas d'article en latin? Pourquoi, à un moment donné, cette idée saugrenue qu'il y ait besoin d'un article? C'est vrai, il n'y avait pas d'article en latin, on n'en avait pas besoin.
pourquoi tout d'un coup, en français, dans d'autres langues, on a besoin d'un article. Bon. Ben, son idée, c'est que... Oui, on est mieux au chaud, hein, manifestement. Son idée, c'est que l'article, au fond, est apparu à partir du moment où l'esprit humain, encore une fois, a perçu la différence entre un nom désignant une chose générale, mais n'étant pas encore employé, hein, disons dans une référence virtuelle, comme pour utiliser la terminologie de Milner, par opposition au nom en emploi. Et quand on a perçu cette différence entre, je ne sais pas, la table en tant que concept et cette table-là, précise, eh bien, on a eu besoin d'un signe, l'article, pour indiquer comment ce nom en puissance était interprétable par rapport à la situation de discours. Donc la transition du nom en puissance au nom en effet. Enfin bref, le point simplement sur lequel je veux insister ici, c'est que cette opération de visée, c'est bien l'opération d'actualisation. Alors, il faudrait tout de même ici préciser, approfondir un tout petit peu l'opposition entre langue et discours chez Guillaume, pour mieux comprendre ces notions. Mais comme je l'avais promis au cours précédent, je vais arrêter ici et donc passer au stade des questions pour qu'il nous reste quand même bien une dizaine de minutes pour revenir sur certaines choses que j'ai expliquées.